La vie nocturne est de plus en plus trépidante. Tout est possible avec de l'argent. Dans les années 50, Cuba est devenu le paradis de la mafia. Ils jouaient aux cartes. Ils misaient des milliers de dollars. Et ensuite, c'était les femmes. Les femmes, la prostitution et la drogue. Les combines habituelles de la mafia. Toutefois, ces combines n'ont jamais été aussi juteuses qu'à Cuba avant 1959. Les mafieux rêvaient même de faire de Cuba un État mafieux. Cuba, le paradis des vacanciers. Les touristes savent que l'île a connu une révolution suivie d'un régime communiste. Mais ils ne rêvent uniquement que de musique dansante, de soleil et de plages de sable fin. En étudiant l'histoire de Cuba au XXe siècle, on découvre avec surprise qu'il y a quelques décennies, c'était la mafia qui régnait en maître dans l'île. Contre de l'argent, ils offraient tout aux étrangers. Jeux de hasard, drogue et sexe. Seule règle, remplir les caisses du syndicat du crime. Les Cubains qui refusaient de se prêter aux combines des mafiosi passaient un mauvais moment. La répression était terrible. Le gouvernement militaire posait sa main de fer. Il assassinait et laissait les cadavres dans les rues pour terroriser la population. La peur régnait dans les rues. Des gens étaient persécutés. Des bombes explosaient. Il était dangereux de sortir la nuit. Ce n'est pas une histoire oubliée. Aujourd'hui encore, le sujet est explosif dans l'île. À Cuba, la mafia italo-américaine était la même que celle qui sévissait à New York, à Chicago ou à Palerme. Ce pan d'histoire ressurgit grâce à cet homme. Je suis l'écrivain cubain Enrique Cirules. J'ai consacré plus de 20 ans de ma vie à enquêter sur la mafia nord-américaine à Cuba. L'histoire commence à 1000 km de Cuba, à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Des centaines de milliers de Juifs fuient les pogroms dans l'Empire russe. Ils se réfugient aux États-Unis, comme des millions de paysans et d'ouvriers agricoles du sud de l'Italie. Ces Juifs et ces catholiques du sud de l'Italie ne sont pas accueillis à bras ouverts aux États-Unis, où la population est majoritairement protestante. Certains d'entre eux, juifs, italiens du Sud et irlandais, se lancent dans des activités illégales pour réussir. Leur modèle, Al Capone et Cosa Nostra, la mafia italo-américaine. C'est ainsi que naît la Kosher Nostra. Le Sicilien Lucky Luciano et le Juif russe Meyer Lansky deviennent bons amis. Les mafiosi raquettent leurs compatriotes et achètent les puissants. Ils s'enrichissent grâce à la drogue et à la prostitution, sans parler du trafic d'alcool durant la prohibition et de la violence. Ils achètent les votes de leurs compatriotes et financent les campagnes électorales des deux candidats à la présidence, comme en 1932 entre Herbert Hoover et Franklin Roosevelt. Le gagnant était tenu d'accorder des avantages à la mafia. Luciano et Lansky veulent transformer la mafia traditionnelle en une entreprise moderne. Ils liquident les boss de Cosa Nostra qui s'opposent à leur projet. Les hommes qui sont aux commandes du syndicat du crime entre les années 1930 et 1950 ont tous grandi à Brooklyn, à New York. Fin stratège financier, Meyer Lansky lance la mafia dans les jeux de hasard en recrutant des spécialistes de tous horizons. Las Vegas, au Nevada, est le premier projet d'envergure de Meyer Lansky, Lucky Luciano et leurs complices. À la même époque, les jeux de hasard sont légalisés à Cuba.
L'île avait déjà servi à Al Capone comme plaque tournante du trafic illégal d'alcool. Cuba donne alors l'image d'une île paisible, un lieu de rêve pour vacanciers. En vérité, après la Seconde Guerre mondiale, elle devient un laboratoire pour la création d'un pays régi par la mafia. À La Havane, à la Casa de las Américas, Enrique Cirules découvre que Cuba devait être l'ultime étape de la modernisation de la mafia. Les grands chefs de l'organisation criminelle voulaient administrer une multinationale légale afin de ne plus être harcelés par la police et la justice. Lansky avait pour objectif de modifier les activités de la mafia nord-américaine, de transformer les mafieux en hommes d'affaires travaillant au sein d'entreprises légales. Il voulait tirer un trait sur la légende des familles mafieuses arrivées d'Italie et sur les premières décennies de la mafia aux États-Unis. La présence de Lansky à La Havane marque le début d'une période de transition. À partir des années 1930, l'Hôtel National est le quartier général de Luciano et Lansky à La Havane. Ici, l'establishment cubain, hommes d'affaires, membres du gouvernement et généraux, côtoie des clients américains fortunés et influents, des stars de cinéma et surtout les boss des familles mafieuses italo-américaines qui sont installées à La Havane. Sur ce montage de photographies dans le bar de l'hôtel, les deux hommes sont immortalisés comme les seigneurs d'une dynastie. On trouve ici les mafieux les plus importants, ceux qui ont créé un État criminel à Cuba. Meyer Lansky, le chef du clan La Havane Las Vegas, le célèbre Lucky Luciano, Don Amadeo Barletta, Albert Anastasia et Santo Traficante. Ce sont ces chefs mafieux qui ont créé à Cuba un État au service de la drogue, du jeu et de la prostitution. Meyer Lansky, dont les parents ont fui les persécutions en Russie. Lucky Luciano, fils d'un paysan sicilien pauvre. Santo Traficante, spécialisé dans la drogue et les films pornographiques. Amleto Battisti, d'origine corse, propriétaire d'hôtels et directeur de banque, tout comme l'italien Amadeo Barletta, les deux plus grands trafiquants des Caraïbes. En 1933, de jeunes sergents cubains renversent le gouvernement dictatorial et corrompu et prennent le pouvoir. En 1934, Fulgencio Batista, devenu colonel, renverse à son tour le gouvernement provisoire. Tout cela commence au début des années 1930, quand apparaît ce sergent soutenu et conseillé par les services secrets américains. Il devient colonel des forces armées sous la protection des États-Unis. Puis il devient général et enfin président de 1940 à 1944. Batista se prétend d'abord révolutionnaire, puis réformateur. Mais rapidement, il s'impose comme un dictateur. Lansky a fait la connaissance de Batista à l'Hôtel National, à La Havane, dans les années 1930. Le chef juif de la mafia et le futur homme fort de Cuba se lient d'amitié. Leur relation porte rapidement ses fruits. Lansky est autorisé à exploiter un casino dans l'hôtel le plus prestigieux de la capitale. La stratégie de départ de Lansky consiste à attirer les clients fortunés de l'hôtel vers les jeux de hasard pour les plumer, les acheter en leur faisant cadeau de leurs dettes de jeu ou les faire chanter après leur avoir fourni des prostituées ou des films pornographiques hardcore. La construction à La Havane et aux alentours d'un grand nombre d'hôtels de luxe avec casinos et cabarets requiert des sommes colossales. Puisque tout semble légal, il est facile de trouver des investisseurs américains, d'autant que les bénéfices promettent d'être considérables. Le tabac et le sucre, les principales sources de revenus du pays, sont entre les mains de monopolistes principalement américains.
Les paysans cubains mouraient de faim. Ils n'avaient pas le moindre lopin de terre à cultiver. La récolte de la canne et la production du sucre ne duraient que 3 mois. Les ouvriers agricoles et les ouvriers de l'industrie sucrière mouraient de faim. Ils empruntaient de l'argent à des usuriers à un taux de 20% et il fallait bien qu'ils remboursent. Ils n'avaient pas d'instruction. Il n'y avait ni école ni enseignants pour la majorité des 6 millions de Cubains. C'était ça la réalité. La précarité, la misère, l'analphabétisme et l'insalubrité. Cérémonie commémorative des moments historiques sur les remparts de la Havane. Entre le XVe siècle, date de l'occupation espagnole, et la domination américaine au début du XXe siècle, les Cubains ont tenté à de nombreuses reprises de se révolter, en vain. Il y a plus d'un siècle, les Américains assurent leur influence sur Cuba en installant une base militaire à Guantanamo, dans le sud-est de l'île. En maintenant cette base, les États-Unis démontrent aujourd'hui encore à quel point ils considèrent Cuba comme une partie intégrante de leur sphère d'influence. Au début du XXe siècle, l'île est pour ainsi dire une colonie américaine. C'est le début de l'évolution anormale de Cuba. Ce que la Maison-Blanche nie. Mais aux archives de la sécurité nationale à Washington, une institution à but non lucratif, l'intérêt des États-Unis et de la mafia américaine pour Cuba au milieu du XXe siècle est richement documenté. Toutes les grandes compagnies pétrolières étaient à Cuba. La Standard Oil gérait les principales raffineries de Cuba. Il y avait de gigantesques exploitations agricoles, en particulier sucrières, aux mains de sociétés comme l'American Sugar Company. Des individus très fortunés tels que Prescott Bush, le grand-père de George Bush, possédaient d'immenses domaines et des concessions pétrolières à Cuba. Bref, l'économie cubaine était en grande partie aux mains de multinationales américaines. Pour renforcer leur monopole sur le sucre et s'assurer le contrôle des mines de nickel hautement stratégiques, les États-Unis soutiennent une classe dirigeante corrompue et liée à la mafia. Des millionnaires cubains, des chefs mafieux, des conseillers militaires et des directeurs de multinationales vivent côte à côte dans des résidences somptueuses de la Havane. Ils se divertissent ensemble et exercent leurs activités lucratives entre eux. La Havane est devenue leur ville. Fidèle allié des États-Unis, Cuba s'engage dans la Seconde Guerre mondiale en 1941. L'armée américaine sollicite l'aide de la mafia. Les services secrets demandent à Lucky Luciano, qui purge alors une longue peine de prison, de fournir un maximum d'informations sur la côte sud de la Sicile. C'est là que les Alliés prévoient le premier débarquement en Europe. Luciano est également chargé de contacter des chefs de la mafia pour faciliter l'avancée des troupes alliées. En contrepartie, il obtient sa libération. Le débarquement en Sicile est un succès. Pendant les combats, des chefs de la mafia sicilienne prennent contact avec les commandants américains. Après le débarquement, nombre d'entre eux sont nommés maires ou se voient confier d'autres responsabilités politiques. Comme promis, Luciano est libéré, mais il est expulsé vers l'Italie. Il n'y reste pas longtemps. Dès 1946, il est de retour à la Havane, ce qui pose un problème à Lansky. Luciano est toujours le chef des familles les plus puissantes de Cosa Nostra et cette dernière veut sa part du gâteau cubain. En décembre 1946, Lansky et Luciano organisent à l'Hôtel National le plus grand rassemblement mafieux de l'histoire avec plus de 1000 participants. Il n'en existe aucune photographie, mais il reste cette affiche pleine d'humour. Les chefs de Cosa Nostra se répartissent les territoires et décident d'assassiner Bugsy Siegel, l'ami d'enfance de Lansky, qui, comme lui, fait partie de la Kosher Nostra.
Siegel aurait détourné et dilapidé l'argent de la mafia à Las Vegas, un délit que la mafia punit de mort. Peu après, la présence de Luciano à la Havane est rendue publique. Lansky a-t-il vendu la mèche? Toujours est-il que les États-Unis font pression sur Cuba pour que Luciano soit renvoyé en Italie sous peine d'un boycott économique. Il ne reviendra jamais à la Havane. Les autorités américaines réalisent que la mafia s'est profondément enracinée dans l'économie, la politique et l'administration de l'île. Frank Costello, le successeur de Lucky Luciano en tant que chef suprême de Cosa Nostra, est convoqué par une commission du Sénat américain. Les auditions sur la mafia lancées au début des années 1950 suscitent un vif intérêt aux États-Unis. Mais, bien qu'elle soit attaquée de tous côtés par les autorités, Costello n'en perd pas son arrogance. What have you ever done for your country as a good citizen? You must have in your mind some things you've done that you can speak of to your credit as an American citizen. If so, what are they? Paid my tax. Après cette audition au Sénat, Edgar Hoover, le chef du FBI, doit également considérer la mafia comme une menace nationale pour les États-Unis et ne pas s'en prendre uniquement aux communistes. Les moyens financiers et techniques du FBI sont astronomiques et impressionnent même la mafia. Les groupes mafieux siciliens, basés essentiellement à New York, sentaient que le danger était imminent. Ils voulaient se mettre au vert, mais où? Là où tout était légal, là où tout était toléré, où tout était permis, c'est-à-dire dans les splendeurs de la Havane. Ce quartier populaire de la Havane est un des préférés de Meyer Lansky quand il séjourne dans la ville. Voici le quartier juif où Meyer Lansky aimait se promener incognito. Il y avait ici un bar célèbre tenu par un vieil homme marié à une très belle jeune femme juive. Et ici à gauche se trouvait la boulangerie où il achetait son pain. Ça lui rappelait sa jeunesse à New York dans les années 20. Il ne parlait à personne. Il venait simplement ici par nostalgie de son adolescence. Au cours de ces années de recherche, Enrique Cirules a interrogé des témoins de l'époque afin de reconstituer la vie de Meyer Lansky à Cuba, mais aussi à Miami, où il passait le plus clair de son temps. C'est Lansky qui aurait incité l'ex-président Batista, qui vivait alors à Miami, à revenir à Cuba. Il lui aurait même remis de l'argent. Batista n'a pourtant aucune chance d'être élu président. La CIA prépare donc le terrain pour qu'il renverse le gouvernement élu et annule la Constitution. Pour commencer, elle organise des troubles dans l'île. On a créé de façon intentionnelle une situation intenable à Cuba. Anarchie, gangstérisme, instabilité, corruption. Un ensemble d'événements qui ont permis à un groupe de militaires dirigé par Batista d'organiser le coup d'État de 1952. Le putsch militaire de Batista en mars 1952 se déroule sans effusion de sang. Le gouvernement américain reconnaît immédiatement le nouveau régime. En politique intérieure, Batista se prend pour un tribun et un moralisateur. El general Batista, ante los micrófonos de todas las emisoras del país. Silencio. Cubanos y hermanos, hombres y mujeres, unidos en el mismo ideal, en la misma esperanza,
e las mismas ilusiones para el progreso y la democracia, la libertad y la justicia. Les États-Unis l'ont soutenu parce qu'il leur était acquis. Il était favorable aux affaires nord-américaines, au tourisme. Il ne créait pas de remous. Il instaurait la stabilité. Batista devient un des dictateurs les plus corrompus et les plus cupides du monde occidental. La mafia n'est pas la seule à profiter de ce partenaire idéal. Pour les États-Unis, c'était pratique. Avec Batista, les intérêts américains étaient protégés. On disait alors que la deuxième personne la plus puissante de Cuba était l'ambassadeur des États-Unis. Mais les gens de la Havane, ils disaient en riant, ce n'est pas la deuxième personne la plus importante, c'est la personne la plus importante. Les Américains affluaient à Cuba. C'était le lieu de divertissement des personnalités riches et célèbres dans les années 50 et 40. La discothèque Tropicana et tous les casinos avaient un succès extraordinaire. Ils étaient faciles d'accès. La prostitution était endémique, tout comme le jeu et la drogue. Toutes ces industries étaient contrôlées par la mafia aux États-Unis et à Cuba. Il n'est pas exagéré de dire que la Havane était devenue une sorte de... comment dire, une sorte de bordel pour les Nord-Américains. Quand un visiteur arrivait de n'importe quelle ville nord-américaine, de Floride, de Miami, tout était déjà payé. Une voiture l'attendait à l'aéroport, il n'avait pas à payer sa chambre d'hôtel. Tout ce qu'il consommait à l'hôtel avec ses amis était gratuit. Les repas, les boissons, les femmes. C'était une sorte de paradis. Un paradis flottant, délirant. Le seul but était de faire passer le client millionnaire par le casino. Il pouvait perdre 100 000, 200 000, 300 000 dollars en 2 ou 3 heures de jeu. Grâce à l'industrie du jeu, sous la protection de Batista, la mafia engrange des millions de dollars. Ce sont les étudiants qui, les premiers, protestent contre le régime. Leur révolte prend de l'ampleur lorsque l'avocat Fidel Castro porte plainte contre le dictateur pour violation de la Constitution. Après le rejet de sa demande, il organise des manifestations que la dictature tente de réprimer par la violence. Le dictateur Batista se réfugie dans le camp Columbia à La Havane. C'est alors une des plus grandes bases militaires d'Amérique latine. Les bâtiments aujourd'hui occupés par des écoles et des universités abritent alors les différentes armes de l'armée cubaine et ses conseillers militaires américains, ainsi que les unités spéciales et les services secrets. L'historien militaire Ramón Cuétara fait découvrir à Enrique Cirules l'imposante tribune d'où Batista assistait aux manœuvres. Juste derrière, le petit château où Batista résidait avec sa famille. Voilà le balcon de la maison de Batista. Quand il se tenait là, il ne voyait pas d'enfants jouer, évidemment. Ce qu'il voyait, c'était son fameux champ de manœuvre avec des hommes qui s'entraînaient et des gardes. Tes troupes? Oui. En tant qu'historien militaire, tu sais mieux que quiconque que derrière ces arbres se trouve l'aéroport militaire. Eh bien, c'est par là que la cocaïne arrivait à La Havane. La cocaïne était reine à Cuba. Lucky Luciano a organisé son trafic d'héroïne via Cuba parce que c'était un lieu de transit idéal vers les États-Unis. Cuba convenait bien à la mafia. Le pays était hors du territoire des États-Unis et moins contrôlé par le FBI. C'était aussi l'endroit rêvé pour amasser des sommes colossales. De plus, le dictateur Fulgencio Batista se laissait facilement acheter. Batista charge officiellement le chef mafieux Meyer Lansky de relancer l'industrie du jeu, tombée en discrédit à cause de criminels de second plan. Le seul qui pouvait rencontrer Batista et qui traitait directement avec lui, c'était Meyer Lansky. L'accord prévoit que l'État cubain et la mafia financent ensemble la construction d'hôtels de luxe avec des casinos haut de gamme sous le contrôle exclusif de la mafia.
Batista et son clan reçoivent régulièrement une partie importante des bénéfices. Mayor Lansky réalise peu à peu son rêve. La capitale cubaine change rapidement de visage. Les autorités font construire de larges avenues pour faciliter le déplacement des grosses américaines, ainsi qu'une belle promenade le long de la mer, baptisée Malecón, pour relier entre eux les hôtels de luxe. Devant les chantiers, partout le même panneau. Ministère des Travaux publics, d'après les plans du général Batista. Un casino est le meilleur endroit pour blanchir de l'argent. Enrique Cirules rencontre un ancien croupier de l'Hôtel National. Ici, c'était la salle de jeu. Au centre, il y avait 5 tables de roulette et 2 de blackjack. C'est ici que Frank Sinatra a chanté lors de la grande réunion de 1946 avec Lucky Luciano. Rien n'échappe aux croupiers de l'Hôtel National, pas même ce que dissimulent les jeux de hasard. Ces gens gagnaient de l'argent à Cuba. Ils gagnaient de l'argent par le jeu et par le blanchiment de l'argent sale et aussi par les profits. Tu fais référence aux banques? Oui, et au trafic de drogue. C'est ce qui faisait leur fortune. Quand ils retournaient aux États-Unis, ils pouvaient dire « c'est légal, j'ai des hôtels à Cuba ». Mais derrière, il y avait des affaires clandestines. C'était la mafia. Ces messieurs soignaient leur apparence, mais c'était d'abominables crapules. Ils faisaient des affaires énormes. Malgré l'ampleur des exportations de drogue vers les États-Unis et du blanchiment d'argent, peu de Cubains s'en rendent compte. Pourtant, la mafia ne peut se passer de la complicité des banques cubaines et américaines. La mafia en contrôle certaines, comme la Trust Company. Enrique Cirules a retrouvé les livres de comptes datant des années 1950. La Trust Company de Cuba disposait de comptables extrêmement qualifiés, capables de manipuler les comptes de sorte que toutes les opérations semblaient légales. En réalité, ils passaient leur temps à blanchir des devises. Le plus intéressant, c'est qu'ils réussissaient à effacer toute trace des opérations délictueuses. Nous étions au courant de ces opérations parce que des fonctionnaires de la Banque nationale de Cuba avaient mené une enquête et avaient transmis leurs informations au président de la Banque de Cuba. Mais comme les autorités étaient de mèche, le président de la Banque nationale de Cuba répondait que c'était des erreurs, dues à l'ignorance et au manque de professionnalisme des comptables. Bref, il y avait toujours une explication. Ni les clients cubains, ni l'opinion publique mondiale n'ont connaissance des sommes colossales d'argent sale amassées par la mafia dans les filiales de banques américaines et entreprises cubaines par d'honnêtes directeurs et de respectables propriétaires. À cette époque, nous n'avions aucun moyen de savoir que ces investissements dans les hôtels, qui transformaient notre capitale et que nous critiquions, étaient directement liés à la mafia nord-américaine. On n'en parlait pas dans la presse. Il n'était pas possible d'être au courant de ça dans les détails, à moins d'être lié aux activités de la mafia. Les chauffeurs, les employés des hôtels et bien sûr les hommes politiques qui étaient liés à elle savaient qu'il s'agissait de la mafia. Beaucoup de Cubains étaient amis des mafieux et participaient à leurs activités. Les bénéfices astronomiques générés par la prostitution pour les touristes, activité contrôlée exclusivement par la mafia, disparaissent également par des canaux douteux. Des racoleurs et des bandes de passeurs cubains se chargent de renouveler régulièrement les équipes de femmes. La Havane était approvisionnée en jeunes filles venues de la campagne, de la province. Des jeunes filles pauvres qui arrivaient dans la grande ville avec l'espoir de changer de vie. Mais il n'y avait pas de possibilité pour elles de trouver un emploi dans une usine ou une entreprise. Alors le seul moyen était la prostitution. En 1958, il y avait 100 000 prostituées à Cuba. Mais dans les établissements de Casa de Marina,
C'étaient des expertes, des femmes très belles payées $100 la nuit. On pouvait les commander par téléphone. Les hôtels les appelaient. On les choisissait en consultant des catalogues où elles apparaissaient magnifiquement vêtues ou toutes nues. Le sexe, la drogue et le divertissement, cette industrie très sophistiquée et extrêmement profitable cache la mainmise de plus en plus importante de la mafia sur tous les secteurs de la société cubaine. Le système est parfaitement rodé et extensible à volonté. Tout comme la politique de terreur envers la moindre forme de rébellion. Le jeu, dans toutes ses variantes, s'organise de façon légale à Cuba. On parle de casinos, mais il y a aussi les courses de chevaux, la loterie nationale et tous les jeux d'argent organisés dans les moindres taudis. Cuba devient également la plaque tournante du trafic de l'or et des diamants. Petit à petit se met en place un système de corruption absolue, où il importe avant tout de s'enrichir sans tenir compte du destin du pays. Derrière la façade flamboyante de la Havane, un État criminel s'est mis en place. Les diplomates américains sont au courant. Mais en pleine guerre froide, les dictateurs et la mafia sont des alliés incontournables. C'est à Cuba que sont créées la première police et les premiers services secrets pour combattre le communisme. Pour Richard Nixon, le vice-président américain, tout ce qui gêne les intérêts des États-Unis est considéré comme communiste. Il ne dérange Batista que quand un de ses amis a perdu une fortune dans un casino de la Havane. Toutes les idées qui mettaient en avant la nation, les idées patriotiques, les idées de libération étaient combattues. C'était à l'image du macartisme aux États-Unis. Il n'y avait pas que les communistes qui étaient persécutés. On persécutait tous ceux qui exprimaient une pensée libérale ou antifasciste. En 1953, un groupe d'insurgés commandé par Fidel Castro attaque une caserne à Santiago de Cuba. L'assaut échoue, mais il devient le symbole du combat contre la corruption, l'abus de pouvoir, les liens mafieux et la violence arbitraire sous la dictature de Batista. La révolte prend de l'ampleur. Le pouvoir réprime dans le sang des grèves contre les salaires de misère. Le sale boulot, c'était Batista qui le faisait avec son appareil de répression. À Cuba, ce n'étaient pas des bandes de mafieux nord-américains qui assassinaient. Les assassinats et la répression, c'était Batista qui s'en chargeait à travers ses unités spéciales, ses services secrets, les services de renseignement militaire et les autres organes de police. Vers la fin des années 1950, la violence policière est à son comble. J'étais un jeune étudiant en médecine et je me suis engagé dans la lutte révolutionnaire. Pour moi, ça a été une expérience tout à fait nouvelle, parce que c'était une lutte très inégale. L'armement dont on disposait à certaines occasions était bien inférieur à celui de nos adversaires. Par conséquent, il fallait avoir un sens aigu du sacrifice et compenser cela par le courage, la foi, la force de notre jeunesse. L'arme la plus redoutée du régime est la torture systématique. Après quelques questions anodines, les sévices augmentent, souvent jusqu'à la mort. Il m'interroge en exigeant que je regarde dans les yeux celui qui m'interroge. Réponds-moi. Pendant ce temps, un colosse arrive derrière moi et se met à me frapper les oreilles des deux mains. Comme j'étais étudiant en médecine, je savais que j'allais perdre l'équilibre car ça affecte le cervelet. 20 000 Cubains paient de leur vie leur opposition au régime de Batista.
Enrique Cirules découvre aussi que Meyer Lansky a également financé la réalisation d'un vieux projet pour sécuriser le secteur des hôtels de luxe et des lieux de divertissement haut de gamme appartenant à la mafia. En 1954, ils ont annoncé leur projet de couper l'île en deux par un canal, semblable au canal de Panama, dans la zone de Matanza jusqu'à la côte sud. Ça revenait à séparer du reste du pays la partie riche de Cuba, celle qui était devenue la région des grands hôtels, des grands investissements et des grands édifices. Les régions centrales et orientales, dépendantes de l'exploitation de la canne à sucre, seraient abandonnées. Ce projet avait une visée stratégique. Les révolutions patriotiques indépendantistes ont toujours commencé dans la partie orientale de Cuba. La construction du canal est empêchée par la mobilisation du peuple en révolte. Dans l'est de l'île, les rebelles réussissent à mobiliser la population contre le régime de Batista. Ils promettent des terres, des écoles et des hôpitaux. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. L'armée du dictateur, pourtant suréquipée, subit de plus en plus de revers face aux rebelles. Peu impressionné, Meyer Lansky poursuit la construction d'une cinquantaine d'hôtels de luxe qui engloutit des centaines de millions de dollars. Le rêve de la mafia et de nombreux vacanciers américains en quête de paradis touristiques ne sera pas menacé par une poignée de révolutionnaires barbus. D'autant que les États-Unis soutiennent Batista. Et Meyer Lansky est protégé par des hommes d'affaires américains des plus influents. Il y avait des financiers, des hommes d'affaires qui possédaient des hôtels partout, du Canada jusqu'en Floride, des personnalités qui avaient été conseillers du président des États-Unis pendant 8-10 ans, des célébrités du monde du spectacle et du cinéma qui avaient déjà de grosses parts dans ces entreprises, y compris dans des compagnies aériennes. Lansky contribue à transformer la Havane en terrain de jeu des États-Unis, où l'élite peut profiter de tous les vices qui lui sont interdits dans son pays moralisateur. Parmi ceux qui s'y rendent se trouve notamment le futur président John Kennedy. Meyer avait fait la connaissance de John Kennedy à la Havane? Oui. Qu'est-ce qu'il y cherchait? Le jeu, les femmes? La deuxième proposition. Beaucoup de gens allaient à Cuba pour ça. Oh oui, il leur disait où aller. Lansky se lance ensuite dans son projet le plus ambitieux, la construction de l'hôtel-casino Riviera sur le front de mer de la Havane. On sait grâce à l'hôtel Riviera qu'au milieu des années 50, il valait 17-18 millions de dollars, ce qui était énorme à l'époque. Il s'est lancé à corps perdu dans les briques, le mortier, les climatiseurs, le carrelage en or, etc. C'était un magnifique hôtel pour les années 50. C'était le premier à avoir la clim. Le casino se trouvait dans une somptueuse salle ovale avec de la mosaïque partout. Et il y avait le côté glamour des films à la Humphrey Bogart et Lauren Bacall. Il a investi énormément d'argent là-dedans. C'est le plus gros investissement que Lansky ait jamais fait. Je pense que Meyer misait tout sur la Havane pour faire fortune. C'était son moment Kennedy. Tout était légal là-bas. Un jour, arrive à la Havane un certain Albert Anastasia. Il est chargé par Cosa Nostra d'obtenir une part plus importante des affaires de Lansky à Cuba. Par crainte d'Anastasia, les autres clans mafieux de Cuba se soumettent à cette exigence. Anastasia est alors le chef de Murder Incorporated, le bras armé du syndicat du crime. Surnommé Seigneur Grand Exécuteur, il aurait tué entre 300 et 700 personnes. Lansky demande aussitôt à Batista la raison de la présence d'Anastasia à la Havane, dont il n'a pas été informé. Batista avait 7 services de police, dont les services de renseignement et les services de répression, sans compter les forces armées. Voilà pourquoi il a laissé Albert Anastasia se promener à la Havane. C'était une forme de menace. Si tu n'augmentes pas ma part, je fais venir 5 familles siciliennes de New York à la Havane pour y monter leur casino.
Il était logique que Batista exige une plus grosse part de ce gâteau substantiel. Mais Lansky a refusé. Meyer Lansky réagit à sa manière en disparaissant. Il fait mine d'éviter le conflit et répand la rumeur qu'il a décidé de se retirer des affaires. Il entre dans la clandestinité au cœur de la Havane. Il se réfugie chez sa maîtresse, une cubaine de la haute société. L'amabilité de Meyer Lansky est de pure façade. Il a intérêt à montrer un visage qui n'est pas du tout le sien, celui d'un homme d'affaires paisible. Il donne l'impression d'être un homme serein, tranquille, un homme de parole, alors qu'en réalité, il est en train de préparer la guerre. Automne 1957. L'hôtel Riviera, premier joyau d'un empire de 50 hôtels de luxe, doit ouvrir dans un mois. L'honorable Lansky, qui n'a jamais grugé un de ses amis de la mafia, est célèbre pour ses décisions aussi soudaines qu'inattendues. Même ses amis les plus intimes, même sa maîtresse cubaine, ignorent tout de ses plans. Meyer Lansky est un modèle de discrétion. Et il ne laisse jamais aucune trace. Le FBI n'a jamais trouvé le moindre document ni la moindre preuve de son empire financier illégal aux ramifications internationales. Meyer Lansky garde tout dans sa tête. New York, le matin du 25 octobre 1957. Albert Anastasia se fait raser chez le barbier du parc Sheraton. Deux hommes, arrivant probablement de Cuba, s'approchent discrètement de l'hôtel. Personne n'a jamais réussi à établir un lien entre Meyer Lansky et le meurtre d'Anastasia. Toujours est-il que peu après, Meyer Lansky refait surface et ouvre l'hôtel Riviera sans rencontrer de problème. La Havane a maintenant autant de prestige que Rome, Paris ou Londres. C'est du moins ce que prétendent les journaux cubains aux ordres du pouvoir. Il y avait beaucoup de journaux, mais en général, ils ne traitaient que de mondanité, de la vie des gens, de la haute société. Les grandes réceptions, les balles, les mariages, les fiançailles, les dames qui partaient en voyage à Paris, à Rome, etc. On ne parlait pas de la réalité crue, de ce qui se passait dans le pays, parce que la presse de l'époque était liée au pouvoir, aux forces politiques, au président, aux sénateurs, à l'aristocratie. Les journalistes ne pouvaient rien dire contre ce système. Donc, en apparence, tout allait bien. Los hombres del Che Guevara entran en la ciudad de Santa Clara. Fin décembre 1958. Les rebelles remportent une victoire décisive sur l'armée de Batista et marchent sur la Havane. La révolution cubaine devient le modèle des mouvements de libération. Elle va changer la face du monde. Le gouvernement américain cesse de livrer des armes et des munitions à Batista et pendant des mois tente de le convaincre d'abdiquer. Son régime meurtrier et ses alliances avec la mafia sont devenus intenables pour Washington. Mais Batista s'accroche désespérément au pouvoir. Dans la nuit du 31 décembre 1958, Batista fuit Cuba avec son clan et 40 millions de dollars dans ses valises. Il se réfugie en République dominicaine avec ses fidèles et ses sbires.
Lansky ne comprend ni la nature ni les objectifs de la révolution cubaine. Pourquoi les rebelles prennent-ils d'assaut ces hôtels? Pourquoi détruisent-ils le mobilier? N'a-t-il pas apporté de l'argent et du travail à Cuba? N'a-t-il pas fait de la Havane une grande métropole? Fidèle à sa logique de mafieux, Lansky essaie de traiter avec les révolutionnaires. Il propose à Fidel Castro de construire des hôpitaux et des écoles si, en retour, il peut garder ses casinos. Castro refuse ces propositions. Meyer Lansky demande à ses hommes de patienter. Mais cette attente n'apporte rien. Lansky ne parvient pas à sauver les projets qu'il a mis sur pied. Il perd tout, mais sa liberté n'est pas menacée. Santo Traficante, lui, est arrêté. Mais il sera très vite libéré. Après avoir fui Cuba, Lansky offre $1 million à qui tuera Fidel Castro. En vain. Lansky emménage définitivement à Miami. Il a presque 60 ans et sa santé se dégrade. Mais son retour aux États-Unis coïncide avec une nouvelle offensive contre le crime organisé. Le procureur général, Robert Kennedy, dresse un sinistre portrait de la montée de l'anarchie avec la mafia. Il l'a décrit comme le gouvernement du jeu organisé, du trafic de stupéfiants, de l'extorsion, du racket et de la corruption de syndicats. Avec Robert Kennedy au département de la justice, la pègre est dans le collimateur du gouvernement. Lansky est toujours considéré comme le cerveau de la mafia et se retrouve en permanence sous surveillance. Meyer était surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par la police locale et par le FBI. Je les connaissais tous, c'étaient mes copains. Si je les voyais au champ de course, je leur disais « Je vais vous dénoncer au FBI. Vous n'êtes pas censés jouer. » Une fois, ils ont demandé à sa femme « Est-ce que votre mari a des gardes du corps ?» Elle a dit « Oui, le FBI. » Ils étaient toujours là. Après des actes de représailles, le gouvernement révolutionnaire met en place des tribunaux populaires où les nombreuses victimes de la dictature témoignent contre les accusés. Ces procès ne mettent en cause aucun chef de la mafia. Fidel Castro ne peut pas mettre fin à leurs affaires du jour au lendemain. Des milliers d'emplois dépendent de leurs activités illégales. Peu à peu, le nouveau pouvoir comprend à quel point la mafia est profondément ancrée dans toutes les strates de la société cubaine. Un des premiers décrets de Fidel Castro a été l'interdiction des jeux d'argent. Il voulait mettre fin à l'industrie du jeu. Des milliers d'employés d'hôtels et de casinos, de musiciens, de danseurs et de techniciens manifestent alors pour protester contre cette interdiction. Castro a de nouveau relégalisé le jeu, mais en décrétant que le gouvernement cubain serait propriétaire de tous les casinos. Il a remplacé tout le personnel américain des casinos, réceptionnistes, techniciens, croupiers, par des Cubains. Le gouvernement révolutionnaire exproprie de nombreuses entreprises américaines sans leur accorder de dédommagement. Pour finir, tous les biens détenus par des étrangers dans l'île sont nationalisés. Le gouvernement révolutionnaire respecte sa promesse de lancer une réforme agraire restée en souffrance durant des décennies. Les grands propriétaires terriens, cubains et américains, opposent une farouche résistance. Ils ont mis en place une réforme agraire pour distribuer des lots de terre aux paysans qui n'en avaient pas, en les prélevant sur les terrains en friche qui appartenaient à des compagnies américaines. C'est là que la guerre a vraiment commencé. La guerre ouverte et la guerre secrète qui dure encore aujourd'hui entre les États-Unis et Cuba.
Un cargo belge explose dans le port de la Havane. La mafia, la CIA et des sociétés américaines financent des actes terroristes et des sabotages dans l'île. Le gouvernement américain décrète l'embargo économique contre Cuba. 2 présidents américains autoriseront en secret l'invasion de Cuba. Le 15 avril 1961, l'aviation américaine lance une attaque surprise sur Cuba en bombardant plusieurs objectifs. Richard Bissell, l'architecte du débarquement de la baie des Cochons, a passé un accord avec la mafia pour assassiner Fidel Castro. Castro soutenu par le peuple. Le 17 avril 1961, une armée d'exilés cubains débarque dans la baie des Cochons, dans le sud de l'île. Un débarquement soutenu par la CIA et la mafia. À ce moment, la CIA a étroitement collaboré avec la mafia américaine pour profiter de ces réseaux mafieux toujours en place dans l'île. L'objectif était de mettre un terme à la révolution cubaine et de faciliter ce qu'on appellera l'invasion de la baie des Cochons pour renverser Fidel Castro. Le débarquement tourne au désastre pour l'assaillant. C'est aussi une cuisante défaite pour ses alliés qui ont essayé par la violence de changer le cours de l'histoire à Cuba. C'est pendant l'invasion de la baie des Cochons que Castro a déclaré, pour la première fois, que Cuba était un État socialiste. Une façon indirecte de dire à l'Union soviétique « Je fais maintenant partie du bloc socialiste, venez me défendre ». Faites jouer votre force de dissuasion pour signifier aux États-Unis qu'ils doivent se tenir à distance de Cuba. En mars 1970, la police réussit enfin à arrêter Lansky à l'aéroport de Miami pour détention de stupéfiants. J'ai toujours pensé que l'histoire de la drogue en 1970 était une farce. Parce que les charges retenues contre lui étaient qu'il quittait le pays pour aller en vacances au Mexique avec sur lui des médicaments sans ordonnance. Les soi-disant stupéfiants sont en réalité des médicaments pour les maux d'estomac. C'était des foutaises. L'affaire est rejetée, mais Lansky en a assez. Pendant 40 ans, il a cherché à être respecté et accepté en tant que citoyen américain. Il décide à son tour de tourner le dos à son pays adoptif. En juillet 1970, il déménage en Israël et fait une demande de naturalisation. Toute sa vie, il s'est senti fier d'être juif. Il était fier de la création de l'État d'Israël. Cet État était l'illustration de la force de caractère et du courage qu'il avait pu observer dans sa jeunesse, à Grodno. Israël incarnait tout cela. Lansky vit dans un hôtel de luxe, l'Arcadia, au nord de Tel Aviv. On ne peut pas dire qu'il cherche à attirer l'attention des médias. Lansky est poursuivi par les médias américains. Mais il accorde une rare interview à la télévision israélienne et se présente comme victime de persécution. Monsieur Lansky, si les accusations portées contre vous sont fausses, pourquoi ne retournez-vous pas aux États-Unis pour demander à ce que justice soit faite? Bien que je croie en la justice américaine, je pense que j'aurai beaucoup de mal à obtenir un procès juste. Êtes-vous un juif croyant? Non, je ne suis pas un juif croyant. Mais je suis un juif. Dans mon cœur. Il se disait certainement, on est tous une famille. Ils vont me laisser rentrer. Il y a la loi du retour. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que ce serait un sujet politique brûlant. Les Américains continuent de poursuivre Lansky et font pression pour qu'il rentre aux États-Unis. L'affaire est soumise au Premier ministre d'Israël,
Golda Meir. Elle n'avait jamais entendu parler de Meyer Lansky. Et quelqu'un lui a dit « Il veut être citoyen israélien ». Elle a dit « D'accord, je n'y vois aucune objection ». Et un autre de ses conseillers a dit « Apparemment, il fait partie de la mafia ». Meyer a répondu « Quoi, la mafia ? Pas de mafia ». La demande de naturalisation de Lansky est refusée et il est expulsé d'Israël. La femme de Lansky, Teddy, revient folle de rage aux États-Unis. Laissez-moi tranquille ou je vous tue! Lansky est immédiatement arrêté. Le gouvernement a finalement réussi à monter un dossier contre lui. Un dossier qui repose sur le témoignage d'un petit gangster devenu informateur pour la police, surnommé Fat Vinny. Fat Vinny s'appelait Vincent Teresa. C'était un voyou du Massachusetts. C'était un voleur et un racketteur. Et il a été témoin fédéral pour 38 procès concernant la mafia. Fat Vinny affirme qu'en 1968, il a effectué 2 livraisons d'argent liquide à Meyer Lansky, correspondant aux revenus du Colony Club Casino de Londres. C'est la grosse révélation que le gouvernement attendait. Le type a accepté d'avouer qu'il avait remis de l'argent à Lansky. 150 000 $. C'est beaucoup plus que ce qu'il déclarait aux impôts. Comme Al Capone 40 ans plus tôt, Lansky est inculpé pour fraude fiscale. Mais le jour du jugement, il est relaxé. Vous êtes satisfait de la manière dont votre avocat vous a défendu? Désolé, mais pas de commentaire. Vous ne pouvez pas me reprocher de vous le demander. Je ne vous le reproche pas. Pendant le procès, l'assistant du procureur trouve un homme très différent de ce qu'il imaginait. C'était un gentleman, pas un mafieux. Il était évident qu'il avait beaucoup lu. Il s'exprimait très bien. Il était avenant. Si vous ne le connaissiez pas, vous pouviez le prendre pour le cadre d'une grosse entreprise. Les poursuites judiciaires sont menées par un jeune procureur du département de la justice, Robert Campbell. On savait que s'il allait à la barre, on pouvait vraiment le faire tomber, parce que j'avais une montagne d'éléments sur lesquels je pouvais l'interroger. Donc j'étais plus que prêt pour qu'il aille à la barre. Mais il n'y est jamais allé. Il a fait venir sa femme à la place. Teddy Lansky montre des reçus d'hôtel pour prouver que son mari était à Boston au moment où Fat Vinny prétend lui avoir remis de l'argent à Miami. Ça ne tenait qu'à un fil. Parce qu'une fois que votre témoin a menti sur une chose, vous êtes fichu. On n'avait quasiment rien. On aurait mieux fait de laisser Lansky en Israël. Lansky est acquitté. Le petit homme est libre. Pour certains, c'est une preuve de plus de son incroyable génie. Mais d'autres commencent à croire qu'il est aussi riche et puissant que l'affirment le gouvernement et la presse. Il vivait très modestement. On ne l'a jamais vu dépenser de grosses sommes d'argent. Il avait des costumes, mais un costume, ça ne coûte pas si cher que ça. Il avait un train de vie modeste. Au bout du compte, Lansky était-il le cerveau de la mafia ou, comme il l'affirmait lui-même, un investisseur à la retraite qui vivait d'une modeste pension? La vérité éclate seulement en 1983. Lansky meurt dans son lit des suites d'un cancer. Ses proches se rassemblent pour la lecture du testament. Ils espèrent eux aussi qu'il va révéler une fortune cachée. Mais ils seront déçus.
Je pense qu'il y a eu une prise de conscience. On s'est rendu compte que la réalité était très différente de ce qu'on avait imaginé. Parce qu'à ma connaissance, personne dans cette famille n'a beaucoup d'argent. Et ce n'est pas parce qu'il le garde secret et qu'il le cache intelligemment. Je n'y crois pas. J'ai passé beaucoup de temps avec son fils handicapé, Buddy, qui après la mort de son père vivait des aides de l'État. C'est quelque chose que Mayer avait toujours voulu éviter, mais il n'a pas pu laisser assez d'argent pour que son fils adoré puisse vivre. Je pense que ça défierait les règles du comportement humain de refuser un tel confort. Et pour prouver quoi? Meyer Lansky n'a jamais été le parrain tout-puissant que certains avaient imaginé. Il a perdu la majeure partie de sa fortune à La Havane en 1959. Sous surveillance permanente par le gouvernement, il s'est effectivement retrouvé à la retraite à partir de 1960 et il a dépensé quasiment tout ce qui lui restait dans ses diverses batailles juridiques. Comment vous décririez-vous? Comme un être humain. Il se voyait comme la victime d'un gouvernement hypocrite et même antisémite, mais Meyer Lansky n'a jamais été le génie que le public américain imaginait. Il brillait seulement en comparaison avec les autres gangsters. La plupart des mafieux ne sont pas instruits. Donc, on ne part pas d'un niveau très élevé. Alors quand un type doué avec les chiffres comme Lansky arrive, il se démarque forcément. Il était doué par rapport aux gens qui l'entouraient. Mais ce n'était certainement pas un Bill Gates ou un Warren Buffett. Des preuves solides ont révélé que Meyer Lansky, l'homme d'affaires, n'était pas le cerveau que tout le monde pensait qu'il était, ou que lui-même pensait être. Mais le public américain n'est pas prêt à abandonner le mythe. La grande ironie, c'est que la preuve que vous êtes un génie, c'est que personne ne peut trouver aucune preuve. Ils cherchaient tous l'argent et les pions de ce vaste jeu. Et ils ne trouvaient rien. Alors ils se disaient, bon sang, ce type est doué. On croit beaucoup, surtout aux États-Unis, à ce pouvoir mystique de la mafia. Et donc, quand Meyer Lansky promenait son chien, les gens disaient « Ah, il promène son chien. Il fait son stratagème secret de la promenade du chien. » Non, il promenait juste son chien. Octobre 1962. Les Soviétiques acheminent des missiles nucléaires vers Cuba. C'est leur réponse à l'installation en Europe de missiles nucléaires américains pointés sur l'Union soviétique. La guerre nucléaire est évitée de justesse. Kennedy promet que les États-Unis n'attaqueront plus jamais Cuba. En janvier 1962, Lucky Luciano meurt d'une crise cardiaque à Naples. Certains racontent qu'il a été empoisonné. Lucky Luciano n'a jamais supporté d'être expulsé des États-Unis et de Cuba. Sa dépouille sera plus tard transférée et enterrée à New York. C'est avec une certaine fierté qu'Enrique Cirules nous raconte la chute du régime de Batista et de la mafia à Cuba et les événements qui ont suivi. Ils ont tout essayé. Attentats, invasions, menaces, harcèlement, blocus, actes de terrorisme, persécution idéologique, politique, vaste campagne psychologique, chaînes de télévision, radio. Avec le peuple cubain, ils ont tout essayé. Beaucoup de Cubains exigent aujourd'hui une plus grande ouverture du régime en place. Mais la dernière chose qu'ils souhaitent, c'est le retour de la mafia américaine, des compagnies américaines et de la CIA. Ils ne pourront jamais annexer Cuba.
Il rencontrerait la résistance du peuple cubain, qui n'est pas idiot et qui a payé très cher son indépendance. À Cuba, la mafia n'a jamais été aussi près de réaliser son rêve de créer un paradis mafieux. Mais selon Enrique Cirules, c'est le seul pays où la mafia a connu une chute aussi vertigineuse.